Le soleil n'avait pas encore percé les 7 collines de Rome, lorsque des témoins épuisés quittèrent leur poste dans l'ombre. À l'aube d'un monde où la chair et la politique se nouent, une vérité brutale s'imposait déjà. Dans l'Italie de la Renaissance, le lit nuptial pouvait valoir autant qu'un champ de bataille. Pour comprendre comment une nuit de noces devint un acte d'État, il faut revenir en arrière, à ces semaines de négociations où se jouait bien davantage que l'honneur d'une famille. Au cœur du Vatican, la fille du pape Alexandre VI, Lucrèce Borgia, n'était plus seulement une jeune femme issue d'une lignée redoutée, elle était une monnaie d'échange, un traité vivant, un pont offert à la maison d'Este afin de sceller une alliance qui protégerait Ferrare entre les ambitions françaises, l'avidité vénitienne et la main ferme des États pontificaux. Dans la Rome de la fin du XVe siècle et des toutes premières années du XVIe, les contrats de mariage n'avaient rien d'idyllique. On y lisait des chiffres qui pesaient comme du plomb, des dots immenses, des exemptions fiscales, des terres disputées et, plus insidieux encore, des clauses de garantie qui transformaient l'intimité conjugale en preuve judiciaire. Les familles savaient combien il était facile plus tard de contester une union en invoquant l'absence d'achèvement. Alors, pour prévenir les ruptures et les revirements, on exigeait des témoins, des notaires, parfois des médecins, chargés d'attester que le mariage n'était pas seulement une cérémonie solennelle, mais un fait matériel, consommé, vérifiable, opposable. Ce dispositif, qui choque notre sens moderne de la pudeur, répondait à une logique implacable. Si l'héritier devait assurer la continuité de la dynastie, il fallait que l'alliance soit, au sens le plus concret, irréfutable. Lucrèce avait déjà connu la cruauté de cette logique. Un premier mari avait préféré déclarer publiquement son impuissance plutôt que d'admettre une défaite politique. Un second avait été englouti par les tourbillons meurtriers de la géopolitique italienne, de telle sorte que, lorsque les émissaires de Ferrare s'assirent face au pape pour discuter d'un troisième mariage, ils ne cherchaient pas seulement de l'or, des domaines, des protections. Ils voulaient des certitudes. Ils voulaient des protocoles. Ils voulaient ce que les chancelleries appelaient, avec une sécheresse glaciale, des preuves suffisantes. Dans cette pièce saturée d'encens et de calculs, la jeune femme comprit qu'on ne la sauverait pas de cette marchandisation de soi. Mais elle comprit aussi qu'on peut, parfois, reprendre la main dans une histoire écrite par d'autres, en transformant une contrainte en stratégie. Alphonse d'Este, le fiancé choisi, n'était pas le prince de salon que l'on attendait d'un héritier ducal. Il maniait le métal, dirigeait des fonderies, concevait des canons. Sa réputation d'ingénieur militaire, de praticien des forces réelles, le précédait. Loin des fioritures des cours, il aimait la précision, les plans, les angles, la dynamique du choc. Ce pragmatisme séduit les négociateurs. Un homme qui connaît la résistance des alliages et la trajectoire d'un projectile saura accepter un mariage comme on accepte un plan d'ensemble, sans illusion sur la romance, mais avec une clarté absolue sur l'objectif politique. Quand vint la discussion sur la nuit de noces vérifiée, Alphonse, dit-on, réagit comme devant une fiche technique. Il fallait des témoins, il y en aurait. Il fallait des écritures, elles seraient tenues. Il fallait des répétitions de l'acte, leur nombre serait fixé pour dissiper tout doute. C'est ici que s'ouvre le cœur du phénomène, ce que nous pourrions appeler la diplomatie sexuelle. Dans une Italie lacérée par des rivalités de cités, des condottieri et des papes soldats, l'Église elle-même, gardienne des sacrements, entérina par pragmatisme une pratique destinée à garantir la paix de ses États et la stabilité des trônes voisins. Les bénédictions liturgiques cohabitaient avec des attestations notariales. L'eau bénite croisait des seaux de cire. La conscience individuelle s'inclinait devant la raison d'État. Le sacré ne disparaissait pas, il se doublait d'une bureaucratie du corps. Au fil des semaines,
On fixa les détails comme on fixe une campagne militaire, l'itinéraire du cortège pour éviter les guets-apens, la disposition de la chambre afin que les sons portent jusqu'à la pièce adjacente, la présence d'un notaire, d'un homme de science, d'un secrétaire rompu au rapport destiné aux archives, la rotation des draps, recueillis et scellés. Il ne s'agissait pas d'une curiosité malsaine, mais d'un système de prévention des crises, de maîtrise du récit, d'assurance sur l'avenir. Lucrèce, qui avait appris au prix fort que la réputation peut tuer, choisit de dompter ce récit. Si son corps devait être preuve, il serait preuve au service de sa propre sécurité. Si sa nuit devait être spectacle, elle en contrôlerait la scène et le tempo. Ce calcul froid n'exclut pas l'imprévu. Lors d'une rencontre préparatoire en terrain neutre, 2 jours avant la cérémonie, les témoins notèrent un phénomène inattendu. Au lieu de se jauger en ennemis courtois, les futurs époux se comprirent. L'un parlait d'artillerie, avec une franchise sans emphase. L'autre avouait sa lassitude des mascarades de cour. Tous deux regardaient la carte de l'Italie avec la gravité de ceux qui savent que chaque alliance est un pari sur la survie. Une connivence naquit, non pas la fougue d'un roman, mais la reconnaissance de 2 intelligences qui perçoivent chez l'autre une endurance semblable, une lucidité jumelle. Cette nuance, presque invisible aux yeux de l'époque, allait transformer la contrainte en partenariat. Au matin du mariage, la liturgie suivit son cours avec sa beauté propre, mais chacun entendait le double langage des prières. Que l'union soit féconde signifiait héritier et équilibre des puissances. Que Dieu bénisse le lit conjugal voulait dire que l'achèvement serait constaté conformément au contrat. La salle, remplie de diplomates et de prélats, abritait aussi, dans les marges, ces fonctionnaires du réel que sont le notaire et le médecin. Le soir venu, ils prendraient place non pour profaner, mais pour garantir, en scribe et en expert, l'irrévocabilité de l'alliance. À ce point de notre récit, permettez-moi une brève parenthèse adressée à vous qui écoutez. Si ce voyage dans l'ombre de la Renaissance vous intéresse, si vous appréciez cette manière d'éclairer l'histoire sans la défigurer, je vous invite, s'il vous plaît, à soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne Historien Silencieux, laissez un commentaire pour partager vos impressions et pensez à aimer la vidéo. Votre geste, aussi simple soit-il, nous aide à poursuivre ces explorations patientes des coulisses du passé. Revenons maintenant à Ferrare, car c'est bien à Ferrare, dans une chambre soigneusement préparée, que l'extraordinaire devint procédure. La porte entrebâillée pour laisser passer les sons, les bougies disposées pour suggérer sans dévoiler, les draps prêts à être changés et scellés, les plumes trempées, les encres tièdes. Tout disait la transformation d'un rite intime en dossier d'archives. On pourrait s'indigner, et l'on n'aurait pas tort, de cette intrusion avalisée par la religion et la loi. Mais pour les contemporains, c'était une assurance. Les familles protégeaient leur avenir contre les volte-face, les cités gagnantes s'offraient un rempart contre l'isolement, le Saint-Siège consolidait l'ordre qu'il prétendait incarner. La singularité, ici, tient à l'équilibre presque impossible que les protagonistes réussirent à trouver. Là où tant de noces vérifiées tournaient au désastre, angoisse paralysante des époux, brutalité, humiliation consignées à l'encre froide. Lucrèce et Alphonse surent faire de l'obligation une œuvre commune. Ils n'annulèrent pas la violence symbolique du dispositif, ils la fléchirent, la détournèrent, la recadrèrent pour en limiter les dégâts. Ce faisant, ils créèrent un précédent qui, ironie tragique, allait se diffuser. D'autres cours imiteront, d'autres contrats copieront, d'autres chambres seront réglées comme des théâtres d'ombre. La diplomatie sexuelle, née de la peur du scandale, devint un modèle d'administration de la chair. Raconter cette histoire sans sensationnalisme, c'est rappeler ce que la Renaissance a de plus déroutant, une alliance constante entre le sublime et le prosaïque. Les fresques,
la musique, les humanistes et, derrière les tentures, des tableaux de chiffres, des sceaux, des correspondances serrées, des corps requisitionnés par la raison d'État. La destinée de Lucrèce Borgia n'est ni celle d'une sainte, ni celle d'une veuve noire de légende. C'est celle d'une femme placée au centre d'un dispositif qui la dépasse et qui trouve pourtant des marges pour peser sur le cours des choses. La destinée d'Alphonse d'Este n'est pas celle d'un preux chevalier, mais d'un ingénieur du pouvoir qui sait, mieux que d'autres, que toute victoire se mesure, se calcule, se prouve. Au matin qui suivit, des témoins hagards sortirent avec leurs feuillets scellés, tandis que les cloches sonnaient encore. Ils portaient moins des histoires salaces que la preuve administrative d'une paix arrachée au tumulte. Ce que leurs plumes avaient fixé, au-delà des formules, c'était l'invention d'une nouvelle forme de pouvoir. Faire de l'intime une garantie publique, faire d'une nuit un traité, faire d'une femme un sujet politique à part entière, non parce qu'on la libérait, mais parce qu'elle apprenait à instrumentaliser l'instrumentalisation elle-même. C'est à ce prix que certaines principautés survécurent, et c'est à ce prix aussi que la légende de Lucrèce entre ombres et nuances continue de nous interroger. Lorsque l'on veut comprendre pourquoi cette nuit de Ferrare fut si déterminante, il faut revenir en arrière et suivre le fil de la vie de Lucrèce Borgia. Dès son adolescence, elle avait appris que son corps ne lui appartenait pas, qu'il était un outil pour cimenter des alliances. Mariée une première fois à 13 ans, elle avait revêtu l'habit de la jeune épouse soumise, drapée de tissus précieux, offerte comme une vitrine de richesse et de prestige. Mais très vite, la politique avait rattrapé ce premier mariage. L'époux, Giovanni Sforza, comprit qu'il avait mis le pied dans une maison où les intrigues pouvaient détruire une réputation en un souffle. Lorsque le pape Alexandre décida de rompre l'union pour des raisons d'opportunité, le malheureux préféra proclamer publiquement son impuissance plutôt que d'avouer sa défaite politique. Cet aveu, en vérité, le condamna socialement, mais il permit à Lucrèce de ressortir intacte aux yeux du monde. On proclama sa virginité préservée. On affirma qu'elle n'avait jamais été touchée. La jeune femme comprit ce jour-là qu'un scandale pouvait se retourner, si l'on savait le manipuler, en arme de survie. Quelques années plus tard, un second mariage lui donna l'illusion d'un bonheur possible. En 1498, elle épousa Alphonse d'Aragon, un jeune duc séduisant, dont elle s'éprit sincèrement. Pour une fois, la nuit de noces ne fut pas surveillée dans ses moindres détails. On se contenta d'une vérification rapide, laissant au couple le loisir de découvrir une intimité moins écrasée par le poids des témoins. Ils eurent un fils, Rodrigue, et pendant 2 ans, la rumeur parla d'un mariage heureux. Mais les équilibres géopolitiques basculèrent à nouveau. Les alliances avec Naples, précieuses hier, devinrent un danger pour les projets militaires de César Borgia, le frère de Lucrèce. Alphonse fut attaqué en pleine rue de Rome, poignardé, puis ramené mourant dans ses appartements. Lucrèce, transformée en garde-malade farouche, goûta elle-même les plats de son mari pour déjouer les empoisonnements. Elle veilla sur lui avec une ténacité désespérée, mais rien n'y fit. En août 1500, Alphonse fut achevé dans sa chambre, et chacun sut que l'ordre venait de sa propre belle famille. Cette tragédie marqua Lucrèce au fer rouge. Elle découvrit qu'aucun amour ne résiste aux nécessités politiques. Elle comprit que, dans sa famille, l'affection était un luxe, et que seule comptait la survie collective des Borgia. Certains la peignirent alors en veuve inconsolable, d'autres en conspiratrice qui aurait toléré la disparition de son époux. La vérité est plus nuancée. Elle était à la fois victime et actrice, condamnée à avancer dans une arène où chaque sentiment pouvait être retourné contre elle. C'est dans ce contexte qu'apparut la troisième union, la plus cruciale, celle avec Alphonse d'Este. Pour Ferrare, l'enjeu n'était pas simplement d'accueillir une épouse scandaleuse, mais de garantir par tous les moyens que cette alliance produirait des héritiers.
L'exigence d'une triple consommation sous témoin prit racine dans cette peur. Il ne suffisait pas d'un acte, il fallait 3 preuves, 3 sceaux, 3 certitudes. Dans la froideur de cette logique, l'intimité devenait matière contractuelle, les draps transformaient en pièces sa conviction, les gémissements en données médicales. Le déroulement de la cérémonie confirma la fusion entre sacré et profane. Le mariage eut lieu un 2 février, jour de la fête de la purification de la Vierge, ironie terrible pour une femme déjà mère, déjà veuve, déjà soupçonnée d'innombrables turpitudes. Les prières résonnèrent dans la cathédrale, mais tous savaient que le vrai verdict tomberait la nuit suivante. Le lit nuptial, béni par le clergé, allait devenir une scène publique. Les témoins, soigneusement sélectionnés, prirent place dans une pièce attenante. Un notaire, garant de l'authenticité des écrits. Un médecin, chargé de constater l'effort, les traces, la plausibilité de la fertilité. Un secrétaire, observateur discret, dont les notes nourriraient la correspondance des puissants. Tout était prévu. Les bougies, la disposition des meubles, le va-et-vient des domestiques pour changer et sceller les draps. C'était une véritable mise en scène, réglée avec la précision d'une liturgie, mais une liturgie du corps. Et lorsque minuit sonna, Lucrèce et Alphonse entrèrent ensemble, conscients d'être les protagonistes d'un spectacle dont l'écho dépasserait leur vie. Le premier acte fut noté avec rigueur. Début à 1h moins un quart, durée estimée à 20 minutes, traces de sang sur les draps, réaction jugée conforme. Les observateurs, loin de se complaire dans le voyeurisme, consignaient méthodiquement ce qui devait prouver la validité du mariage. Le second acte, plus difficile, révéla une complicité inattendue entre les 2 époux. On entendit des éclats de rire, des paroles d'encouragement, comme si, dans cette contrainte, ils avaient trouvé une forme de solidarité. Le troisième acte, enfin, fut l'épreuve ultime, un effort au-delà des forces, soutenu par la volonté farouche de Lucrèce, qui refusait de laisser échouer l'alliance. À l'aube, les 3 sceaux furent posés, et les témoins sortirent, vidés, avec des parchemins scellés. Mais le prix fut terrible. 7 mois plus tard, en septembre 1502, Lucrèce faillit mourir en donnant naissance à une petite fille, issue de cette nuit triple. L'enfant survécut à peine quelques heures. Les médecins murmurèrent que le corps de la duchesse avait été brisé par l'épreuve de cette consommation répétée. Lucrèce, quant à elle, survécut, car survivre était devenu son art. Elle porta désormais dans sa chair la cicatrice d'une alliance qui avait changé l'Italie. À partir de ce moment, une rumeur courut à travers l'Europe. La méthode de Ferrare s'imposait comme un modèle. D'autres cours, en France, en Allemagne, imitèrent cette pratique de vérification sous témoin. Ce qui avait commencé comme une mesure exceptionnelle devint une norme. L'intimité conjugale se transforma en domaine administratif et le mariage en performance publique. Pour certains, c'était une garantie. Pour d'autres, une déchéance. Pour Lucrèce, c'était une preuve supplémentaire qu'il fallait dompter le récit avant que le récit ne vous dévore. Ainsi, la duchesse de Ferrare, ancienne enfant sacrifiée aux intrigues, veuve endeuillée, épouse surveillée, trouva dans ce système son propre levier. Elle comprit qu'en s'appropriant les codes, en orchestrant elle-même son image, elle pouvait transformer une humiliation en pouvoir. Dans les années qui suivirent, elle sut manipuler les regards, les soupçons, les documents, avec une habileté qui fit d'elle non seulement une épouse tolérée, mais une souveraine respectée. C'est ici que l'histoire prend un tour plus large. Ce qui se jouait dans un lit de noces à Ferrare annonçait une mutation durable des sociétés européennes. Les mariages princiers ne furent plus seulement des sacrements, mais des contrats soumis à des preuves tangibles. La diplomatie ne se signait pas seulement sur du papier,
mais dans la chair. Et l'on commença à comprendre que le pouvoir, pour se maintenir, devait s'exercer jusque dans l'intime. Après les drames de son premier et de son second mariage, la position de Lucrèce Borgia à Ferrare pouvait sembler fragile. Elle était perçue comme une femme marquée par les scandales, soupçonnée des pires turpitudes, et pourtant devenue duchesse dans l'une des cours les plus raffinées d'Italie. Mais c'est précisément cette réputation, mêlant fascination et crainte, qui allait nourrir son pouvoir. Car dans un monde où l'image comptait autant que les faits, la jeune duchesse sut utiliser à son avantage l'aura sulfureuse qui l'entourait. Elle comprit très vite que les rumeurs, loin de la détruire, pouvaient être façonnées, instrumentalisées et transformées en armes politiques. La mort d'Alphonse d'Aragon, son second mari, avait scellé son désenchantement amoureux. Elle savait désormais qu'il n'existait pas de refuge sentimental dans son existence. Désormais, chaque union serait un outil de stratégie, chaque sourire un masque, chaque geste une négociation. Lorsque la maison d'Este accepta finalement de l'accueillir, beaucoup s'attendaient à ce qu'elle demeure en retrait, simple ornement d'une alliance chèrement payée. Mais Lucrèce surprit. Loin de se contenter d'un rôle passif, elle commença à participer activement à la vie politique et culturelle de Ferrare, utilisant les armes que son éducation vaticane lui avait fournies. Intelligence des rapports de force, maîtrise des intrigues, et surtout, capacité à transformer une faiblesse en levier de puissance. Alphonse d'Este, de son côté, ne se laissa pas enfermer dans l'image du mari humilié par la procédure de la triple consommation. Son caractère pragmatique lui permit d'accepter cette exigence sans honte, comme un devoir accompli pour la survie de son duché. Ingénieur dans l'âme, il abordait la politique comme il abordait la forge, avec méthode, patience et calcul. Cette attitude, loin de briser son autorité, renforça sa stature de dirigeant réaliste. Ainsi, le couple se construisit sur une forme de partenariat inattendu. Ni romance flamboyante, ni union purement symbolique, mais une alliance de deux esprits qui comprirent qu'ils pouvaient, ensemble, transformer la contrainte en stratégie de long terme. La vie à Ferrare n'était pas facile pour Lucrèce. Les Este, famille ancienne et fière de ses origines, l'avaient accueillie à contre-cœur. Isabella d'Este, la sœur d'Alphonse, célébrité des cours italiennes et femme cultivée admirée dans toute l'Europe, voyait dans cette union une souillure pour son lignage. Elle surveillait la nouvelle duchesse avec suspicion, attendant la moindre faute pour l'exposer au ridicule. C'est justement cette hostilité qui stimula Lucrèce. Plutôt que de se laisser écraser, elle développa une véritable stratégie de représentation. Elle fit de la cour de Ferrare un centre culturel rayonnant, attirant poètes, musiciens et peintres. En cultivant les arts, elle transformait l'image de sa personne. D'instrument docile de la papauté, elle devint mécène et protectrice des lettres. Ce choix n'était pas seulement esthétique. Dans une Italie où la gloire des princes se mesurait aussi à la splendeur de leur cour, faire de Ferrare un foyer artistique servait directement les intérêts politiques de la maison d'Este. Lucrèce se plaça au centre de ce dispositif, s'imposant comme figure incontournable. Les diplomates étrangers qui visitaient la cité repartaient impressionnés par la grâce et la culture de la duchesse, ce qui contrebalançait les rumeurs persistantes de ces scandales romains. Mais derrière cette façade de raffinement, les luttes de pouvoir continuaient. Lucrèce avait retenu la leçon de son mariage vérifié. Tout geste intime pouvait être observé, commenté, transformé en pièce d'archives. Plutôt que de s'en plaindre, elle décida d'en tirer parti. Elle choisit ses relations, ses amitiés et ses amants éventuels avec une précision stratégique. Rien n'était laissé au hasard. Chaque rapprochement pouvait devenir une monnaie d'échange, chaque secret partagé, une arme potentielle. C'est ainsi qu'elle s'engagea dans une liaison avec Francesco Gonzaga, le mari d'Isabella d'Este.
Plus qu'une aventure passionnelle, cette relation fut une revanche calculée. Elle savait que ce lien frapperait au cœur l'orgueil de sa belle-sœur et introduirait une fissure dans l'unité de la maison d'Est. On pourrait juger ces choix comme scandaleux, mais ils montrent une constante. Lucrèce transforma en instrument de pouvoir ce qui, chez d'autres femmes de son époque, aurait signifié la ruine. Sa réputation entachée devint une armure. Les accusations d'inceste, de meurtre et de manipulation la poursuivaient, mais elle sut retourner ce poison en antidote. Elle incarnait l'image d'une femme qui avait survécu à tout et qui, dès lors, pouvait affronter n'importe quelle épreuve. Ses ennemis craignaient son nom, ses alliés reconnaissaient sa valeur, et le peuple de Ferrare, voyant en elle une souveraine protectrice et généreuse, commença à l'aimer malgré les murmures. Dans les archives de l'époque, on retrouve des lettres et des rapports qui décrivent cette transformation. Les espions d'Isabella, chargés de scruter chaque geste de la duchesse, notaient avec surprise son habileté à retourner les situations. Là où ils espéraient trouver la preuve d'une faiblesse, ils découvraient une force nouvelle. La femme autrefois réduite à un objet de contrat matrimonial devenait une actrice politique à part entière. Ce parcours interroge sur le rôle des femmes dans la Renaissance. Beaucoup d'entre elles étaient sacrifiées à des alliances, offertes comme gage de paix, surveillées dans leur lit comme sur des champs de bataille. Mais certaines, comme Lucrèce, surent en détourner ce destin. Elles comprirent que si leur corps était instrumentalisé, leur esprit, lui, pouvait conquérir un espace d'autonomie. L'histoire de la duchesse de Ferrare montre que la survie pouvait se transformer en pouvoir, et que le pouvoir, même dans un cadre oppressif, pouvait être façonné par celles qu'on croyait condamnées à l'effacement. Dans les décennies qui suivirent, la pratique de la consommation surveillée se répandit en Europe. Ce qui avait été exceptionnel à Ferrare devint presque une mode, un rituel destiné à garantir la solidité des alliances. Des témoins consignaient les gémissements comme des actes notariés. Les draps souillés étaient conservés comme des preuves juridiques. C'est ainsi qu'un mécanisme de contrôle de l'intime se transforma en norme politique. En un sens, Lucrèce fut à l'origine de cette mutation, non parce qu'elle l'avait voulu, mais parce qu'elle avait su y survivre et l'utiliser. Ainsi, à travers son destin, on voit se dessiner une vérité troublante. La Renaissance, souvent célébrée pour ses chefs-d'œuvre artistiques et ses idéaux humanistes, fut aussi une époque où le corps, surtout celui des femmes, était traité comme une ressource stratégique. Derrière les fresques éclatantes et les sonnets raffinés, se jouaient des négociations brutales où la chair devenait contrat, où l'intimité servait de preuve diplomatique. La duchesse de Ferrare, longtemps caricaturée par les chroniqueurs comme une figure de débauche ou de cruauté, mérite d'être relue autrement. Non pas comme une victime passive des ambitions de son père et de son frère, ni comme une intrigante cynique, mais comme une femme qui sut faire de l'inévitable une arme et du scandale une force. À travers elle, on comprend combien les mariages princiers de l'Italie de la Renaissance furent des champs de bataille déguisés, où les armes n'étaient pas seulement des épées, mais des serments, des draps tachés, des corps contraints et des récits habilement façonnés. La puissance de Lucrèce à Ferrare ne résidait pas uniquement dans les contrats scellés ou les alliances officielles. Elle se manifestait aussi dans sa capacité à transformer la perception de son rôle. L'ancienne fille du pape, symbole de scandale à Rome, devint progressivement une duchesse respectée, non pas en dépit de son passé, mais en l'intégrant à son image. Elle sut faire de ses cicatrices des preuves de résilience. Cette transformation ne se fit pas du jour au lendemain, mais par une série d'actions calculées qui redéfinirent son statut dans la cité et au-delà. D'abord, elle se fit mécène. Dans une Italie où la gloire des familles se mesurait à l'éclat des artistes qu'elles attiraient, Lucrèce comprit que protéger poètes, peintres et musiciens
revenait à investir dans le prestige durable de la maison d'Este. Sous son impulsion, Ferrare devint un centre culturel brillant. Des fresques furent commandées, des spectacles donnés, des manuscrits copiés et enrichis. Cette activité n'avait rien d'anecdotique. Elle permettait de détourner les regards des rumeurs romaines pour les fixer sur une cour raffinée et inventive. Aux yeux des diplomates étrangers, la duchesse n'était plus seulement la protagoniste de mariages controversés, elle était une protectrice des arts et des lettres. Ensuite, elle s'impliqua dans l'administration. Tandis qu'Alphonse d'Este poursuivait ses projets militaires et ses innovations dans l'artillerie, Lucrèce prit part aux affaires quotidiennes du duché. Elle sut écouter les doléances, arbitrer les conflits, intervenir pour soulager certaines charges fiscales. Les témoignages rapportent qu'elle se montrait attentive au bien-être de ses sujets, ce qui contribua à lui gagner une popularité inattendue. Cette dimension politique, nouvelle pour une femme dont on attendait docilité et discrétion, fit d'elle une figure redoutée et admirée. Mais ses adversaires ne désarmaient pas. Isabella d'Este, toujours vigilante, continuait de guetter la moindre occasion de l'humilier. C'est dans ce contexte que la liaison avec Francesco Gonzaga, mari d'Isabella, prit tout son sens. En séduisant l'homme le plus proche de sa rivale, Lucrèce toucha son ennemi au point le plus sensible. Il ne s'agissait pas seulement de passion ou de vengeance, mais d'un coup stratégique qui brisa l'assurance d'Isabella et la contraignit à composer avec une duchesse qu'elle avait juré de mépriser. Ainsi, les relations intimes se transformaient encore une fois en instruments diplomatiques. Cette capacité à utiliser la sphère privée comme levier politique devint la marque de Lucrèce. Elle savait que chaque geste pouvait être interprété, chaque rumeur amplifiée. Plutôt que de les subir, elle les orchestrait. Ses amours réels ou supposés, ses maternités et même ses fausses couches étaient intégrés dans une dramaturgie savamment dirigée. Elle construisait son pouvoir en acceptant que sa vie personnelle ne soit jamais séparée de la scène publique. Il faut mesurer ce que cette stratégie signifiait dans l'Europe de la Renaissance. À une époque où les femmes nobles étaient majoritairement cantonnées à des rôles de transmission dynastique, Lucrèce démontrait que l'on pouvait, par intelligence et par audace, devenir une véritable actrice politique. Certes, elle paya ce pouvoir au prix fort. Son corps fut meurtri par les grossesses, affaibli par les fausses couches, épuisé par les tensions. Mais son esprit, aiguisé par des années de survie au Vatican, demeura d'une lucidité implacable. La triple consommation de son mariage avec Alphonse, devenu légendaire, engendra un effet paradoxal. D'un côté, elle symbolisait l'extrême soumission de la femme transformée en objet de preuve. De l'autre, elle consacrait la duchesse comme figure d'endurance, capable de résister à une épreuve que peu auraient supportée. Ce récit, transmis par les témoins, consigné dans les archives, circula dans toute l'Europe. Certains y virent un scandale, d'autres un modèle de rigueur. Mais tous reconnurent que la maison d'Este et la maison Borgia avaient inauguré un nouveau mode de diplomatie matrimoniale, où l'intime devenait une affaire d'État. À partir de là, les cours européennes imitèrent. Les contrats de mariage comportèrent de plus en plus de clauses précises sur la consommation. Des témoins furent réclamés non seulement pour constater, mais pour décrire avec exactitude ce qui se passait dans la chambre nuptiale. Des draps tachés furent conservés comme des reliques, enfermés dans des coffres, utilisés des décennies plus tard pour trancher des querelles d'héritage. Cette bureaucratisation de l'intime peut nous paraître monstrueuse, mais elle répondait à une logique. Éviter que des mariages soient annulés, empêcher que des alliances soient contestées et garantir que les enfants à naître seraient reconnus comme légitimes. Lucrèce, en survivante pragmatique, ne s'indigna pas de cette évolution. Elle sut l'utiliser à son avantage. Si sa propre vie était disséquée, elle s'arrangea pour que les vies de ses ennemis le soient aussi. Elle fit circuler des lettres compromettantes,
laissa filtrer des confidences choisies, encouragea la propagation de récits qui fragilisaient ses rivaux. Ce faisant, elle démontra que les règles imposées pouvaient devenir des armes retournées contre ceux qui les avaient instaurées. Dans les années qui suivirent, la duchesse donna naissance à plusieurs enfants, bien que beaucoup moururent en bas âge. Chaque grossesse ravivait les souvenirs de sa nuit de noces à Ferrare, rappelant la fragilité de son corps éprouvé. Mais chaque survie, chaque héritier en vie, renforçait la légitimité de la dynastie. En dépit de sa santé chancelante, elle resta au centre de la vie politique et culturelle de Ferrare jusqu'à sa mort en 1519. Ce destin, souvent caricaturé par les chroniqueurs comme celui d'une femme débauchée ou d'une empoisonneuse, mérite une relecture plus fine. Derrière les clichés, on découvre une figure d'une intelligence remarquable, capable de naviguer dans un univers où chaque geste pouvait coûter la vie. Elle incarne la tension permanente entre soumission et pouvoir, entre contrainte et stratégie, entre scandale et respectabilité. L'histoire de Lucrèce Borgia nous rappelle ainsi que la Renaissance ne fut pas seulement un âge d'or des arts et des sciences. Elle fut aussi une époque où la chair devint contrat, où la politique s'inscrivit dans les corps, où la survie exigea de transformer l'intime en arme. Et c'est précisément dans ce paradoxe que réside la singularité de la duchesse de Ferrare. Avoir fait de son corps surveillé, de ses nuits scrutées, de ses faiblesses mêmes, les fondations d'un pouvoir durable. Au moment où la vie de Lucrèce Borgia s'acheva, en l'an 1519, la duchesse de Ferrare avait parcouru un chemin inouï, de la jeune fille sacrifiée aux alliances de son père jusqu'à la souveraine respectée d'un duché italien. Son histoire, longtemps enrobée de rumeurs, d'accusations et de scandales, laisse entrevoir un visage plus complexe. Elle fut à la fois instrument et stratège, victime et actrice, et c'est précisément cette ambivalence qui la rend encore fascinante aujourd'hui. Ces dernières années furent marquées par une certaine stabilité, malgré une santé fragile. Épuisée par les grossesses successives et les fausses couches, elle continua néanmoins à gouverner aux côtés d'Alphonse d'Este. Leur relation, née sous le signe d'une triple consommation imposée par contrat, avait évolué en une complicité durable. Non pas l'amour romanesque que célèbrent les poètes, mais une forme de partenariat forgé dans l'épreuve, où chacun reconnaissait en l'autre une endurance et une intelligence qui assuraient la survie commune. Ensemble, ils réussirent à préserver Ferrare dans une Italie menacée de toutes parts par les ambitions françaises, les appétits espagnols et les pressions papales. Le souvenir de la fameuse nuit de février 1502 ne cessa pourtant jamais de peser. Elle fut racontée, déformée, amplifiée par les générations. Dans certains milieux, elle devint le symbole de la cruauté d'un système patriarcal capable de transformer l'intime en spectacle administratif. Dans d'autres, elle représenta l'exemple parfait d'une alliance garantie par des preuves irréfutables, modèle à suivre pour éviter les contestations. Les archives conservées au Vatican, avec leurs notations froides, leurs draps tachés et leurs sceaux de cire, devinrent les témoins silencieux d'une époque où la chair se faisait contrat. Mais Lucrèce, loin d'être écrasée par cette mémoire, sut s'en emparer. Elle comprit que, puisque son intimité avait été réduite à des documents, elle pouvait elle-même manipuler les documents des autres. Elle apprit à gouverner non seulement avec des actes politiques, mais avec des récits, des rumeurs, des correspondances savamment dirigées. Dans une Europe obsédée par la réputation, elle devint maîtresse du récit, capable d'utiliser les murmures comme des armes et les soupçons comme des remparts. C'est cette capacité à survivre qui marque le plus. Elle survécut à des maris assassinés, à des accusations d'inceste, à des trahisons familiales, à des grossesses mortelles. Elle survécut à un système
qui voulait la réduire à un ventre destiné à produire des héritiers, et elle transforma cette survie en pouvoir politique. Loin d'être seulement la marionnette de son père Alexandre le VI ou de son frère César, elle devint une souveraine qui marqua durablement Ferrare. Son mécénat culturel, son souci du peuple, son intelligence diplomatique laissèrent une empreinte qui contrastait fortement avec les légendes noires qui circulaient à son sujet. On peut dire que, par son action, elle redonna à la maison d'Este un prestige qu'aucune dot, fût-elle de 100 000 ducats, n'aurait suffi à garantir. En accueillant écrivains et artistes, elle contribua à ce que Ferrare rayonne bien au-delà de ses murailles. Elle démontra que même dans un système qui enfermait les femmes, celles-ci pouvaient trouver des marges d'action et de pouvoir. La postérité, toutefois, ne lui rendit pas justice immédiatement. Pendant des siècles, elle fut décrite comme l'archétype de la femme empoisonneuse, manipulatrice, débauchée, image forgée par ses ennemis et amplifiée par les romanciers et dramaturges avides de sensations. Ce n'est que bien plus tard, lorsque les historiens purent consulter les archives avec un regard plus critique, que se dessina une figure plus nuancée. On découvrit une femme instruite, cultivée, soucieuse de ses enfants et de ses sujets, et surtout capable de naviguer avec intelligence dans un univers politique dominé par des hommes implacables. Aujourd'hui, l'histoire de Lucrèce Borgia nous interpelle par son actualité. Certes, les pratiques de la Renaissance peuvent que nous sembler lointaines, presque barbares. Mais la logique de surveillance, de contrôle de l'intime, de mise en scène publique de la vie privée ne nous est pas totalement étrangère. Dans nos sociétés modernes, où les images circulent, où les réputations se construisent et se détruisent en un instant, où les vies personnelles sont exposées au regard collectif, nous retrouvons des échos de cette diplomatie sexuelle de jadis. L'idée que le pouvoir exige des sacrifices intimes, que la réputation devient une arme, que l'image compte autant que les faits, traverse les siècles. Ainsi, en revisitant la destinée de la duchesse de Ferrare, nous ne regardons pas seulement un épisode singulier du passé. Nous observons une leçon plus vaste, celle d'une femme qui sut transformer l'oppression en stratégie, la contrainte en ressources, la honte en pouvoir. Elle n'effaça jamais les scandales qui l'entouraient, mais elle sut les remodeler pour en faire les briques de sa propre autorité. Lorsque ses yeux se fermèrent en 1519, Lucrèce laissait derrière elle une Italie toujours divisée, mais un duché consolidé. Elle laissait des enfants, dont certains allaient perpétuer la lignée. Elle laissait aussi une légende, entre ombre et lumière, que les siècles allaient sans cesse réinterpréter. Sa vie, marquée par la souffrance et la rumeur, démontre que la puissance ne se limite pas aux batailles ou au trône, mais qu'elle peut naître dans l'endurance, la ruse et la capacité à transformer même l'épreuve la plus humiliante en force politique. C'est pourquoi son histoire continue de nous parler. Derrière les mythes, derrière les fantasmes, se trouve une vérité essentielle. Le pouvoir ne se construit pas seulement sur des victoires militaires ou des traités diplomatiques, mais aussi sur la maîtrise du récit, sur la résilience face aux humiliations, sur la faculté de faire de l'intime une arme et de l'épreuve un levier. En ce sens, Lucrèce Borgia, duchesse de Ferrare, fut bien plus qu'une héroïne scandaleuse. Elle fut une pionnière dans l'art de transformer la survie en pouvoir.